J'ai une idée, c'est une mine de ressources pour les personnes enseignantes qui souhaitent introduire les activités et les projets entrepreneuriaux conscients dans leur classe. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Pierrard et je reçois aujourd'hui Michel Ducap, professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université Laval. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Patrick, ça fait plaisir. On va parler un petit peu de médecine culinaire aujourd'hui. Deux termes qu'on n'a pas l'habitude de voir accolés. J'adore. Non? J'adore ça, moi. Quand on n'est pas habitué de les voir coller. En fait, ça vient de l'anglais, en fait, qui se traduit très bien par médecine culinaire, en fait, culinary medicines. Ça existe depuis 2012, donc à peu près 12 ans. Quand même. Ouais. C'était le temps qu'on en entende parler. Ouais. Il faut être au courant des choses, il faut plonger des fois pour être capable de faire avancer les choses. Petite histoire courte, dans les années 2000, entre 2015 et 2020, je reçois dans ma boîte de courriel un message comme quoi il y a un article qui vient d'être publié sur quelque chose par rapport à l'alimentation qui a été fait au CIA, Culinary Institute of America. On y donne des cours sur la nutrition, mais aussi culinaire aux employés qui ne sont pas des chefs. Le Culinary Institute of America, c'est comme une entité importante, je dirais, où on forme les chefs en Amérique du Nord. Donc, c'est des gens qui participent, des employés qui ne sont pas des chefs, et puis on voit des changements importants dans leur alimentation, dans leur capacité d'agir. Ça suscite mon intérêt. Je trouve ça... puis en plus, le titre aussi était assez accrocheur. Donc, des compétences de vie. On parle de compétences de vie. 2-3 ans par la suite, je reçois un autre message pour assister justement à un congrès sur Teaching Kitchen. Et je participe à ce congrès. Et puis là, j'entends parler justement des formations Healthy Life, Healthy Kitchen. Et aussi Health with Foods. Donc, 2 formations dédiées principalement aux médecins et professionnels de la santé où on aborde justement ce nouveau terme que j'apprends qui est Culinary Medicine. Qu'est-ce que c'est ça? C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que c'est ça? Je plonge là-dedans. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la nutrition. Toujours eu un grand intérêt pour la cuisine, familialement, entre autres, mais sans plus. Et là, c'est la révélation. C'est le genre de gâteau dans lequel tu plonges, dans le genre de produit dans lequel tu plonges, tu te dis, c'est bon, ça n'arrête plus. Donc, je me mets en contact avec tous ces gens-là. On développe un projet de médecine culinaire. Et la médecine culinaire, finalement, c'est l'art culinaire au service d'une médecine qui est plus nutritionnelle. En fait, on dit que on utilise les évidences médicales et nutritionnelles, mais qu'on utilise l'approche par l'art culinaire comme moyen d'intervention ou moyen de prévention. Et c'est vraiment intéressant parce que après 30 ans dans le domaine de la nutrition, en fait, ça fait plusieurs années, même plus que 30 ans, qu'on dit aux gens de manger plus de fruits, plus de légumes, plus de légumineuses, plus de noix, plus de grains entiers, plus de poissons. C'est pas nouveau, c'est tout ça. Hein? Les liens entre la santé et l'alimentation sont bien connus, bien documentés. C'est connu depuis très longtemps, on va y revenir, mais tout ça a été dit, on le redit, et puis ça ne change pas. Donc, il faut comprendre quelque chose. C'est Franco Dragone qui disait que c'est la démarche qui génère le produit et que si on ne change pas de démarche, on va toujours produire la même chose. Et ça, on aime ça, hein? Faire toujours la même chose dans nos sociétés. Puis Einstein l'avait dit aussi, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Mais je pense qu'il y a pas mal de fous qui existent autour de nous, là. On va les pointer un peu. Donc, il faut arrêter de croire qu'en faisant toujours la même chose, on va arriver à la même affaire. Et l'éducation aux nutriments et au guide alimentaire, ça ne change absolument rien, ça. Ça ne change à rien au pouvoir économique, finalement, de l'industrie qui est un petit peu partout, qui déséduque. Ce qui est important dans l'éducation par rapport à l'alimentation, c'est cette fameuse habilité, cette fameuse compétence.
C'est partie de la mémoire qu'on va utiliser, qui est plus le pratico-pratique, ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Donc, tous les gestes qu'on va faire, quand vous frappez une balle de tennis, quand vous jouez au golf, ben, il y a de la procédure. Il faut en frapper des balles pour devenir très bon, pour maîtriser le geste. Marcher, c'est la même chose. Vous dites, ben, voyons, marcher, je sais comment marcher, mais perdez les fonctions de vos jambes pendant une couple de semaines et il va falloir réapprendre à marcher. Donc, on prend pour acquis des procédures et tout ce qui est aussi au niveau des perceptions. L'alimentation, la cuisine, ce n'est pratiquement que ça, la perception. Tout ce qui est odeur, tout ce qui est goût, tout ce qui est couleur, c'est énorme. Donc, il faut avoir ces compétences-là. Et il faut passer par ces compétences-là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'art culinaire. Donc, dans nos formations, c'est qu'on a des ateliers culinaires où on leur apprend, ben, l'acidité, ça sert à quoi? Ben, l'acidité, c'est vraiment intéressant. En anglais, ils appellent ça brightness. Ça veut dire de la luminosité. L'acidité, quand vous prenez quelque chose qui est acide, ben, ça vous fait froncer un peu les joues, le cou. Vous salivez, donc ça apporte de l'eau en bouche, donc ça amène de la fraîcheur. Donc, ça apporte de l'éclat. C'est très intéressant. On va toujours l'utiliser avant d'ajouter le sel parce que le sel va agir un peu de la même façon. Donc, si vous voulez diminuer votre consommation de sel, bien, vous ajoutez l'acidité avant. Mais aussi, l'acidité permet de casser ce gras-là qui a tendance à alourdir. Donc, on veut de l'éclat. Et dans nos plats nord-américains, l'acidité, elle est peu présente. Même souvent, en cuisine, pour améliorer une sauce tomate, on peut y ajouter du jus de citron. Parce que justement... J'allais dire du sucre. Non, il faut ajouter justement du jus de citron parce que ça amène cet éclat en bouche-là. C'est important. Donc, ça, c'est purement au niveau théorique, mais quand on l'applique de manière concrète, quand on fait le geste, quand on y goûte, quand on le vit avec d'autres, quand on vit l'expérience, ben, on l'enregistre, on l'emmagasine, l'information. Et c'est la meilleure façon d'enregistrer cette information-là. Si on revient à la question de l'alimentation et de la santé, que c'est connu depuis longtemps, en fait, on va remonter un peu dans l'histoire avec Hippocrate. Il y a cette folie, je dirais, ce mensonge que les gens se racontent que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. De un, Hippocrate n'a jamais dit ça. Et de deux, ça n'existe pas dans le corpus hippocratique. Il y a d'autres choses qui ont été dites qui pourraient ressembler à ça, mais ce n'est pas ça. Et de toute façon, cette pensée-là n'existait pas dans la tête des médecins hippocratiques parce qu'ils n'opposaient pas l'aliment au médicament. Et pour eux, c'était deux choses complètement différentes. L'aliment, c'est quelque chose qu'on ingère, qui va se transformer, parce que c'est de la biologie vivante intégrée, donc on va l'intégrer, donc on va devenir cette matière-là. Ça ne s'applique pas aux médicaments. Et les médecins hippocratiques n'opposaient pas ces deux choses-là. C'est sûr qu'ils allaient de manière plus facile, je dirais, sur les habitudes de vie, parce qu'à l'époque, ben, on n'avait pas beaucoup d'arsenal, je dirais. Hein? Donc, on est 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, la médecine hippocratique, c'était principalement une médecine diététique où on faisait varier l'alimentation selon l'âge, le besoin, le climat de la personne, son état. Donc, on comprenait tout ça. Et puis, au-delà de tout ça, Hippocrate et tous ceux qui ont suivi on dit que l'humain se distingue de l'animal ou de la bête sauvage par sa capacité à cuisiner, à transformer l'aliment, à le rendre plus digeste. Ben oui, à cuire, notamment. Exactement. Prenez uniquement les légumineuses. Ben, m'excuse, pas de cuisson, ben, bon, pas de digestion de la légumineuse. Donc, l'humain se distingue vraiment et ça remonte à l'histoire, finalement, du début de la médecine où, justement, la médecine hippocratique, ben, c'était une approche diététique, mais aussi où on comprenait que la cuisine était l'outil de promotion ou l'outil thérapeutique par excellence. Et ça, c'est en train de se perdre énormément. C'est un peu un phénomène étrange où on n'a jamais écouté autant d'émissions de télévision à l'égard de la cuisine. Et les gens cuisinent de moins en moins. Oui, tout à fait, parce qu'il y a les industriels hein, qui viennent nous vanter leurs produits, hein, qui remplissent les étagères des supermarchés, tous soi-disant meilleurs les uns que les autres, qui nous font gagner du temps, évidemment, mais qui sont bons au goût, puis bons pour la santé, etc. On se rend compte que cette alimentation industrielle nous amène à vivre des carences alimentaires, quasiment. Comment ça se fait? Bien,
C'est une question de lobbying, c'est une question de marketing, c'est une question de disponibilité. En fait, même les allégations santé, faibles en matière grasse, faibles en sucre, en sel, pour une collègue qui est Marion Nessel, c'est du marketing alimentaire. Ça ne veut pas dire que parce que c'est réduit en sel que c'est meilleur qu'un autre. Juste à regarder les céréales à déjeuner pour enfants, c'est pas parce que c'est marqué grain entier dessus que c'est bon. Ouais. Il y a 36 000 ingrédients là-dessus. Tout à fait. Donc, et l'industrie fait toujours ça. Et il faut faire attention. C'est que eux, leur philosophie, c'est de vous faire croire finalement que vous n'avez pas besoin de cuisiner. Nous, on le sait le faire, puis on va le faire pour vous. Mais quand vous regardez la liste d'ingrédients, la plupart des ingrédients qui sont là, vous n'avez pas ça dans votre cuisine. C'est clair. Du MOG, qui est un monoglycol et des émulsifiants, vous n'avez pas ça dans votre cuisine. Il y a certains sucres que vous n'avez pas dans votre cuisine. Bien sûr, Ça n'existe pas. Et tous ces édulcorants, ça n'existe pas finalement. Et la nuance, elle est vraiment importante à comprendre, c'est qu'il y a une perte énorme. Il y a une perte énorme, c'est sûr, au niveau de la santé, et puis on ne paye pas toutes les externalités de toutes les cochonneries qu'on vend dans les supermarchés. Si on enlevait toutes les cochonneries qu'il y a dans les supermarchés, on se retrouverait uniquement avec la lait des poissons, des fruits et légumes. On aurait des plus petits supermarchés, ça c'est clair. Hein? Exactement. Puis, il faut faire attention avec les supermarchés. Ce n'est pas des entreprises à justice sociale. Ils sont là pour vous séparer de votre argent. La première chose que vous devez faire quand vous rentrez dans une épicerie, c'est de faire attention à votre portefeuille parce que le but, c'est justement de votre portefeuille. Hein? Exactement. Oui. On veut votre bien, puis on l'aura, tu sais. Mais pas n'importe quel bien qu'on parle. C'est un livre qui a été écrit par Ariane Krall, mais il faut faire attention à cette philosophie qui sont capables de cuisiner comme nous. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. Quand on cuisine à la maison, c'est pas la même chose. Et on a une perte énorme. Si on prend uniquement une framboise, une véritable framboise sauvage, je pense qu'il y a à peu près 230 molécules qui caractérisent le goût d'une framboise. Donc, c'est très difficile à identifier. Et tout dépendant du terroir, si on prend juste les raisins qu'on utilise pour le vin, exemple le pinot noir qui pousse en Afrique versus celui qui pousse aux États-Unis ou en Europe, c'est le même raisin, c'est la même génétique. Le territoire est différent, ça goûte différemment. Absolument. C'est la même chose. C'est comme si on nous disait, dans le fond, qu'on ne devrait plus cuisiner, on va le faire à votre place parce que ça prend trop de temps, ça vous embête, donc on vous remplace et on vous rend service, quoi. Oui, puis ça amène un drôle de problème. Et il y a une personne dans le domaine alimentaire aux États-Unis qui a dit, il n'y a pas de règle finalement dans l'alimentation, mais s'il y en aurait une, si on avait une à établir, c'est que vous pouvez tout manger, mais à une condition. Vous devez faire tout vous-même. Donc, si vous voulez manger une tarte avec de la crème glacée, il va falloir faire la crème glacée, il va falloir faire la tarte. Donc, je ne sais pas si vous êtes très compétent en cuisine, mais ça prend un certain temps à faire. Oui. Même si on est compétent, ça prend du temps. Mais si en plus on n'est pas compétent, alors là, bonjour les dégâts. C'est toujours meilleur. Ça, je confirme que c'est toujours meilleur quand c'est fait maison pour plusieurs raisons, parce que la qualité des ingrédients est importante. Et c'est d'ailleurs le secret des grands restaurants, c'est la fraîcheur du produit. Et cette fraîcheur-là, elle apparaît beaucoup, selon moi, mes collègues me corrigeront en cuisine, mais les arômes sont immensément importants. Et tout ce qui dit processus de transformation, la perte de l'arôme est énorme. Et plus vous transportez un aliment sur de longues distances, mais plus cette perte de l'arôme, il est immensément important. Pour faire comprendre aux gens, si vous prenez, exemple, un jus de pomme versus une pomme, le jus de pomme, d'un, il a été transformé depuis longtemps, et en plus, ça va passer directement par la voie orthonasale, donc ça va passer directement dans la gorge. Donc, vous allez avoir un peu des effluves, très peu. Mais si vous croquez, là, vous allez susciter une autre voie qui s'appelle la voie rétronasale, rétro qui veut dire en arrière. Donc, tout ce qui est molécule odorante va aller dans votre cavité nasale et atteindre le bulbe olfactif, donc tous les récepteurs par rapport à l'olfaction. Donc, vous allez avoir tous ces parfums. Donc, c'est énorme comme différence. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et le meilleur exemple, ce serait le jus d'orange. Le jus d'orange que vous buvez au Canada et celui que vous buvez en Europe, ce qu'il faut savoir, c'est fait d'orange
concentrés, on les met dans des grandes cuves, donc on perd tous les arômes. Ils sont obligés d'ajouter des arômes. Ils ne sont pas obligés de le déclarer. Ah ouais. Et c'est Dior qui fait les arômes pour l'orange partout sur la planète. Donc, Wow. le jus d'orange que vous buvez au Canada versus celui que vous buvez en Europe qui a le même goût, ben, merci Dior, c'est tout le même parfum. Wow. Ah, ça c'est une révélation. Hein? Moi, je suis un grand amateur de jus d'orange. Je Ouais. ne devrais pas dire ça, mais... Mais si vous le faites maison, vous allez Oui, voir c'est que ça. votre jus Oui, va oui. varier d'une orange à une autre. Oui. Puis même quand on parlait de l'exemple tantôt de la framboise, moi, c'est mon petit privilège. J'ai des framboisiers en avant de la maison. Quand j'arrive de faire le jogging matinal, ben, je vais me chercher tout le temps 2-3 framboises. Puis ils ont toujours des goûts différents, mais c'est d'une intensité incroyable. Ça n'a rien à voir avec le bonbon ou le produit qui est transformé, qui va avoir à peu près une vingtaine de molécules différentes. Donc, quand vous prenez des produits commerciaux, vous êtes toujours perdant. Toujours. Perdant au niveau des arômes, ça c'est clair. Perdant au niveau de tout ce qui est processus gustatif, puis aussi au niveau des textures. Parce que dans l'industrie, ben, on ne veut pas qu'un produit soit mou. Donc souvent, ça va être des produits qui vont avoir une texture croquante, ça va être à part, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. La texture, elle est immensément importante. D'ailleurs, il y a un collègue d'Oxford qui a travaillé sur le nombre de décibels qu'on fait quand on mange quelque chose, et des gens associent quelque chose de plus savoureux au nombre de décibels qu'on va faire. Ah oui, ah oui. Ah, ça, c'est intéressant, hein? Le nombre de décibels produits par la mastication. Exactement. Vraiment. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que l'alimentation nous dit de nos rapports à nous-mêmes et aux autres? Hein, parce qu'il faut parler de l'aspect plus social de l'alimentation. Hein? C'est un aspect important, puis qui, lui aussi, peut-être a tendance à se perdre un peu. Oui, mais en fait, c'est un problème qui est majeur, qu'on appelle... En fait, c'est les gens en sociologie qui l'ont appelé ainsi. Ça s'appelle la nutritionnalisation excessive. Donc, on va le redire, nutritionnalisation excessive. Donc, c'est le mot excessif qui devient important dans l'association. C'est que tout le focus par rapport à l'alimentation n'est que santé. Oui, l'aliment et l'alimentation est important pour la santé. Il y a un chef cuisinier que j'aime beaucoup là, qui a dit que nos achats feront nos emplois, notre paysage et notre santé. Donc, tout ce qui est relié à l'alimentation, c'est vraiment important pour le paysage, notre santé et nos emplois. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on prend l'aliment et que tout le focus n'est que sur la santé, mais tout l'aspect culturel, tout l'aspect local, régional, valeur, est mis de côté au détriment d'une obsession qui est la santé. Et quand vous entendez finalement le mot aliment santé, là, prenez vos deux jambes et courez. Parce que là, on est en train de vous enfirouaper, on est en train de vous mentir. Ça n'existe pas, en fait, un aliment santé. Il n'y a aucun aliment que vous allez consommer aujourd'hui qui va vous tuer ou qui va vous sauver. Mm-hmm. Tout ça se passe sur un continuum. Et donc, il faut arrêter d'avoir cette vision religieuse du bon et du mauvais. Il y a des aliments qu'on dit quotidiens et des aliments d'exception. Et entre les deux, il y a des aliments d'occasion. Les aliments quotidiens, c'est les choses que vous devez consommer à tous les jours. Donc, c'est votre carte de crédit. Il faut y faire attention. Mm-hmm. Et les aliments d'exception, ben, ça le dit, d'exception. Actuellement, c'est le contraire. C'est que beaucoup de gens on consomme quotidiennement des aliments d'exception par méconnaissance, par problème d'argent, par disponibilité. On reviendra aussi sur la mer de la distraction, l'histoire du libre choix. Donc, pas tout le monde qui a le libre choix. Donc, ces catégories, il faut les voir comme ça, il faut voir l'alimentation. Et les gens, malheureusement, avec cette nutritionnalisation excessive, entretiennent une très mauvaise relation à l'alimentation. Parce que tout est focus sur la santé. Et ce problème-là, quand ça devient plus important, ben on va vers l'orthorexie. Donc, une dimension très esthétique de l'alimentation, une perfection, une stérilisation finalement de... C'est quoi? Donne-moi des exemples d'orthorexie. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, là, mais on ne sait pas toujours trop qu'est-ce que ça signifie. C'est un problème qui est en psychiatrie où les gens ont une obsession telle de l'alimentation ou un esthétisme par rapport à l'alimentation. Il faut que ça soit parfait tout le temps.
Il faut que ce soit quelque chose qui est bouilli à l'eau très peu. On consomme souvent les mêmes choses. Il ne faut pas qu'il y ait de ci, il ne faut pas qu'il y ait de ça. Il faut que ça soit riche en ci, il faut que ça soit riche en ça. C'est vraiment... une rigidité, dans le fond, c'est énorme. culinaire. C'est plus que culinaire, c'est une rigidité alimentaire. Psychologique. Là, en fait. C'est une obsession. On perd de vue tout l'aspect, finalement, convivial de l'alimentation, qui est un aspect immensément important. Puis on le voit de toute façon, l'état de la situation est tel que la convivialité, c'est pas une valeur qui est très partagée. Hein. Et dans les facteurs de santé globaux de l'humain, la convivialité, si on peut l'appeler comme ça, est un facteur important. Hein? Tout ce qui touche les rapports sociaux. C'est tellement important. On s'est aperçu au cours des dernières années, notamment dans la littérature scientifique, que la relation à l'autre est un facteur immensément important dans la longévité et dans la santé. Et cette relation à l'autre-là, elle est de plus en plus perdue, où les gens ne font pas la distinction. Et c'est encore un peu, je dirais, une histoire de l'industrie où on nous fait croire que le plaisir, c'est le bonheur. Le plaisir, c'est individuel. Le bonheur, c'est collectif. C'est très différent. Donc, il faut faire comprendre aux gens que leurs petits bobos, leurs petites théories de microbiote qui ne peuvent plus consommer d'oignons parce que c'est fermenticible, peut-être qu'il faudrait que tu fasses un petit peu plus d'exercice, que tu manges un petit peu plus varié, que tu manges... Donne-toi un peu de chance si tu vas y arriver, là, mais les gens ont ces considérations-là et puis on se retrouve autour de la table et ça devient très difficile. Il y avait une image du New Yorker il y a quelques années pour le Thanksgiving. En fait, c'est un cartoon. Facile à décrire l'image. Donc, c'est pour le Thanksgiving, fête des récoltes. Donc, quelque chose d'important, de remercier la nature, la présence de cette nourriture-là, la chance qu'on a d'avoir ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance. Et puis, tu as autour de la table toutes sortes de petites bulles où tu as des gens qui sont fanatiques réalistes, fanatiques ci, fanatiques ça, fanatiques macrobiotiques ci, ça. Finalement, on se retrouve pour le Thanksgiving où il n'y a rien dans l'assiette. Ah ouais. Donc, c'est un peu ça, malheureusement, actuellement. C'est que tout le monde est sur son côté. C'est l'individualisation à l'extrême de l'alimentation. Dans le fond, c'est moi avec mes rigidités ou mes goûts, mes désirs. En tout cas, appelons ça comme on veut, mais c'est très, très tourné vers l'individu. Oui, mais c'est cette histoire de nutritionnalisation excessive. Ce que moi j'appelle, en fait, pour moi, il y a deux invasions barbares. C'en est une, c'est la nutritionnalisation excessive et l'autre, c'est le gastronativisme. C'est un terme qui a été inventé il y a quelques années où justement, on utilise dans les sphères politiques et publiques l'alimentation pour être capable de dire qui appartient et qui n'appartient pas à cette collectivité. Et c'est de plus en plus utilisé, beaucoup par les véganes, entre autres. Il y a eu aussi une problématique. En fait, tout ça a commencé un peu au Vatican, ce qui est un peu paradoxal. Le pape François invite des gens en situation de pauvreté pour un repas traditionnel, qui est une lasagne, et puis change la recette. Donc, on enlève le porc parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'une certaine religion, ils ne peuvent pas consommer de porc. Et donc, les fanatiques italiens ont été révoltés. Donc, ça a été très difficile. Donc, on voit qu'on peut utiliser l'alimentation comme élément de valorisation politique pour dire, écoute, moi, je fais partie de cette société-là. Tu n'en fais pas partie. On a un autre exemple aussi au Danemark où dans les crèches, en fait, les garderies, où on a obligé une fois... par mois, je pense, ou par semaine, je ne m'en souviens plus de la chronologie, mais d'avoir cette fameuse boulette faite à partir de porc, parce qu'ils voyaient une présence beaucoup plus importante de musulmans où on ne consomme pas de porc. Et donc, le message envoyé par les Danois, si vous êtes un Danois, vous utilisez nos infrastructures, vous mangez du porc. Wow. C'est quelque chose, ça va loin, ces choses-là, hein, parce que là, on est vraiment dans l'intolérance et une certaine déshumanisation, si peut-être le mot est gros, là, mais ça m'apparaît être extrêmement important. Comment on peut définir une saine alimentation, un rapport sain à l'alimentation? Bien, je pense que on y arrive justement, c'est que la saine relation à l'alimentation fait en sorte que ça rassemble et non se sépare. Ouais.
Et donc, cet aspect de convivialité, il est immensément important. Ça a toujours été le cas avec l'alimentation. Ça a pour but de se rassembler. Et d'ailleurs, quand on voit dans les familles ou dans des endroits où il y a de la discorde, ben, ça ne se passe pas bien à la table. Et les meilleurs souvenirs, d'ailleurs, c'est un peu amusant parce qu'avec nos étudiants, on leur posait la question, on faisait des expériences avec eux, mais leurs meilleurs souvenirs, c'est à la table. Leur meilleure discussion, c'est à la table. C'est des souvenirs qu'on garde de manière importante. Et c'est vraiment dommage. Et tout passe par cet endroit-là. Et même au Canada, Statistique Canada le révélait que 35% des enfants en bas de 16 ans ne mangent jamais à la table avec leurs parents. Ah, ça, c'est très impressionnant. Hein? On a un fichu de problème. En effet, en effet. Ah oui, parce que c'est sûr que la cellule familiale, elle tourne autour de la table pour la majeure partie des familles, en tout cas dans l'histoire. Hein? Et aujourd'hui, c'est sûr que ça change aussi. Ça change avec toutes sortes de choses dont on a déjà parlé, qui amènent à individualiser les repas, à manger chacun de son côté, etc. Et avec le résultat, comme on constate, là, ça devient vraiment un problème, parce que là, on n'est plus du tout dans la convivialité. On est totalement ailleurs. L'individualisation. Comment nommer ça? Oui, l'individualisation, exactement. Et d'ailleurs, c'est le problème. Mes collègues qui travaillent sur les produits ultra transformés, ben, c'est un peu ça, hein? Les produits ultra transformés, c'est quelque chose que vous pouvez manger en marchant, caché dans votre garde-robe tout seul, alors qu'un vrai repas, ça prend du temps. Et c'est pas prendre du temps pour prendre du temps, c'est quelque chose qu'on veut éduquer aussi, c'est que cuisiner, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour les sens, c'est un plaisir qui doit être partagé. C'est un rôle, nourrir, c'est quelque chose qui est vital. Quand la mère donne le sein à son bébé, ben, elle assure sa survie. Nourrir quelqu'un, c'est assurer sa survie. C'est un cadeau énorme. Et ça, on l'a perdu parce qu'on vit dans une abondance importante, mais il faut peut-être revenir à des valeurs fondamentales. Et de toute façon, qu'est-ce qui va rester après tout ça? Le fait que vous avez une Audi, que vous avez une Porsche, question fondamentale, très importante, vraiment. Puis ça m'amène à parler un petit peu de l'expérience que vous faites avec les étudiants en médecine ici à l'Université Laval, quand vous les amenez à l'école hôtelière de la capitale. Comment ça se passe un peu? Racontez-nous ça un petit peu. En fait, nos étudiants ont comme 3 blocs importants dans leur cursus de cours de médecine culinaire. Ils ont d'abord tout ce qui est connaissance par les meilleurs, je dirais, sur la planète. On a 24 heures de formation avec tous les meilleurs scientifiques dans le domaine alimentaire sur la plateforme qu'on a. Et les étudiants viennent avec nous pour 8 ateliers à l'école hôtelière, où on va parler notamment, parce que l'approche de la médecine culinaire, elle est basée sur l'alimentation méditerranéenne et à base de plantes, qui a montré ses preuves, notamment au niveau de la santé, notamment au niveau des maladies cardiovasculaires, et aussi par le simple fait qu'elle est conviviale, elle est frugale, donc elle peut être adhérée par tout le monde. Et que les gens... En fait, c'est une des meilleures diètes parce que les gens sont capables de la garder longtemps, sans trop de contraintes, et c'est même c'est très agréable. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie ces approches. Donc, le premier cours est sur la cuisine méditerranéenne. On a la cuisine végétalienne, végétarienne. On va aussi aller faire la cuisine ayurvédique en Inde. On a la cuisine japonaise. On va utiliser la cuisine de fermentation, la cuisine du monde, la cuisine à bas prix. Donc, tout ça est expérimenté avec nos étudiants. Ils travaillent en équipe de 2 qui changent à chaque fois parce qu'il faut qu'ils s'adaptent entre eux. Donc, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à connaître les autres, ils partagent l'expérience de travailler les produits. Ils vont faire 3-4 préparations différentes. Nous, on en fait 2 comme chef. Grosso modo, finalement, ils ont 5-6 préparations qu'ils vont déguster. À la fin de la soirée, on se réunit et on partage le repas qui a été préparé. On discute de tout ce qui a été vu théorique et ce qui a été vu pratique aussi. Donc, il y a une expérimentation qui est très favorable, donc qui gagne beaucoup en confiance, énormément. Et c'est ce qu'on a vu. En fait, c'est des études qu'on fait aussi. On les prend au point de départ, puis à la fin, on mesure certains facteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des étudiants en médecine partout sur la planète, c'est pour ça que la médecine culinaire a été développée. Hein.
aux États-Unis, on s'est aperçu que les étudiants des facultés de médecine n'arrivaient pas à avoir le nombre d'heures minimum requis en formation en nutrition. Et donc, ils ont mis en place des programmes, mais ça ne marche toujours pas. Donc, la médecine culinaire est apparue comme ça, comme mode de solution. Et actuellement, ça brasse beaucoup aux États-Unis. Ce n'est pas écrit, mais le gouvernement américain pense à fermer les valves à certaines facultés de médecine s'ils n'augmentent pas leur nombre de cours de formation en nutrition. Parce qu'il y a un lien direct entre la formation des médecins et la santé des patients dont ils vont s'occuper plus tard. Bien, comment pensez-vous régler les problèmes de maladies chroniques dans notre société si les médecins ne sont pas conscients ou ne sont pas habilités à le faire? Comment on peut prendre en charge la santé globale de quelqu'un si on ne sait pas y parler de sommeil, si on ne sait pas y parler d'activité physique? Et l'alimentation, la seule chose qu'on lui dit, ben, manges-tu bien, suis-tu le gain alimentaire? Oui, c'est ça. Ça ne change pas grand monde, ça. Donc, il faut arrêter de penser comme ça. Là, on parlait tantôt de Franco Dragone. Il faut agir différemment. Il faut arrêter d'agir comme des fous, comme Einstein disait. Mais, donc, il faut changer. On ne veut pas faire des médecins, des nutritionnistes. Mais les médecins ont quand même la confiance de leurs patients, de leurs collègues. Et on s'est même aperçu, il y a une littérature qui existe où les médecins qui ont des meilleures habitudes de vie, les étudiants ont une meilleure confiance en eux et les patients aussi. Donc, c'est une question de leadership, finalement. C'est vraiment important. On est en 2024 aujourd'hui. Là, si vous allez voir un médecin puis il a son paquet de cigarettes dans sa poche en avant de vous, est-ce que... Pas évident, ça. Aujourd'hui, c'est pas évident. Ben oui, c'est ça. Quelle serait votre confiance par rapport à ce médecin-là? Mais dans les années 70, les médecins étaient payés par l'industrie du tabac pour faire de la promotion de la cigarette. Puis lorsqu'ils se sont mis à changer, on a commencé à avoir des changements importants. Donc, c'est la même chose. Je pense que les médecins ont un rôle immense à jouer et c'est la première porte d'entrée dans notre système. Donc, nos jeunes médecins passent à travers ces cours théoriques, passent à travers ces cours pratiques, partagent des repas importants. Et en plus, ils ont un travail qui les mène plus loin parce qu'on avait développé ça au point de départ. Ils doivent faire un atelier de cuisiner au suivant. Donc, ils agissent comme professeurs à la suite de tout ça. Donc, toutes les compétences qu'ils ont apprises, ils doivent le transmettre à d'autres collègues qu'ils invitent. Donc, on va ancrer les compétences et si bien que quand on les évalue, quand on leur pose des questions, même aussi au niveau qualitatif après ça, ils nous disent, quand je passe devant ça, je sais quoi faire si c'est en spécial. Si je parle à mon patient, je sais comment le convaincre. Et pas juste lui dire, est-ce que tu suis ça, est-ce que tu suis ça? Ils vont en parler avec passion, avec émotion, tout à fait. Comprendre d'où il part. Comme d'un humain à humain, convivialement. Exactement. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment très, très intéressant. Hein? Il y a des choses qui se font, on est content, ça nous donne espoir dans l'avenir. C'est tout le temps qu'on avait. Michel, c'est vraiment passionnant comme sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que nous recevions Michel Lucas, qui est professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Un grand merci. Merci, Patrick. Bonne journée. Au revoir. Les industriels essayent de nous faire croire que leurs aliments sont bons pour la santé. Les longues listes d'ingrédients inconnus disent le contraire. Lisez-vous les listes d'ingrédients sur les aliments que vous achetez?